Donc tout d'abord, oui, on m'a demandé un peu de parler de l'écosystème qui est présent ici autour de tout ce qui est les enjeux de transition. Et ce que je voulais mettre en avant, c'était deux programmes qu'on porte avec l'Université Gustave Eiffel, qui sont notamment le programme de financement City et le pôle universitaire d'innovation Séville. Ces deux programmes, en fait, ils sont portés parce que l'Université Gustave Eiffel, je rappelle rapidement son histoire, c'est une structure un peu innovante qui est issue de la fusion de trois cultures différentes, trois connaissances, trois expertises, l'université, les écoles d'ingénieurs et les organismes de recherche, avec comme thématique forte de transformer la ville et les villes. Enfin, la vie et les villes, pardon. Donc ça, c'est un point forcément qui nous a permis, derrière par rapport à nos différentes missions, je vais passer vite pour les éléments, de s'appuyer sur, nos chiffres clés, puisque c'est un quart de la recherche française qui est sur la partie ville, territoire durable, qui est portée par l'Université Gustave Eiffel. On est une des premières universités françaises en nombre d'apprentis, et on a quasiment donc 10 laboratoires, 33 composantes de recherche et plus de 50 équipements scientifiques fortement tournés vers ces thématiques-là. Ça nous a permis quoi? Ça nous a permis de monter un consortium qui s'appelle le programme de financement City, qui est un programme assez unique puisqu'il se base sur des stratégies nationales d'accélération qui sont la ville durable et la digitalisation des mobilités. Et ce consortium, en fait, il réunit 15 établissements d'enseignement supérieur et de recherche et 6 sociétés d'accélération de transfert de technologies. Ce consortium, en fait, il porte, on va dire, sa source sur l'ensemble des éléments qui sont sur ce territoire-là, mais il a pu aussi agréger les autres territoires dans lesquels est présent l'Université Gustave Eiffel, qui sont répartis sur l'ensemble de la France. Je ne vais pas parler de tous les endroits du consortium, je vais me concentrer vraiment sur ce qui se passe ici, puisque c'est ce qui nous intéresse, et c'est là où il y a le plus d'activités aussi, notamment en partenariat avec Descartes Développement Innovation qui porte le projet. Donc, première chose, quelles sont les thématiques qu'on adresse avec ce projet-là? Ce projet de financement, il est là vraiment pour aider à tout ce qui est la construction des villes durables et des bâtiments innovants. Donc ça va permettre de financer des projets autour de la ville avec des approches assez intégrées, assez systémiques pour avoir vraiment en compréhension l'ensemble des éléments qui composent une ville. On va pouvoir aussi agir sur le bâti, sur la sobriété du bâti, sur les économies en ressources, en énergie. Et on va accompagner les filières, notamment bio et géosourcées. Je prends l'exemple souvent des terres crues sur lesquelles on travaille pas mal ou d'autres sujets. L'autre aspect de City, ce programme de financement, c'est tout ce qui est la digitalisation des mobilités. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des villes, mais à un moment, il faut les connecter entre elles et il faut essayer de les connecter le mieux possible avec le moins d'impact possible aussi. Donc on a priorisé dans ce secteur-là notamment 3 thèmes. La partie du ferroviaire, qui est aussi un élément important sur lequel on a beaucoup de compétences au niveau de l'université. Tout ce qui est aussi la sécurisation, décarbonation des transports massifiés et intermodaux. Donc c'est un point important. Et aussi les nouvelles offres de transport automatisées et décarbonées. Donc là, il y a pas mal de laboratoires aussi chez nous qui sont sur ces sujets-là. Donc ça, c'est les grandes thématiques. Et on m'a demandé d'être pragmatique, donc je vous le dis tout de suite, ça consiste en quoi? Donc modalité financière, c'est-à-dire que on va travailler dans ce consortium à identifier des projets d'innovation collaborative impliquant des entreprises, et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est vraiment de faire un trait d'union entre les connaissances issues de la recherche académique et le besoin des entreprises et de la société, d'être capable de financer ces projets-là avec une priorité quand même donnée sur les projets de mobilité, puisque c'est des projets qu'on recherche particulièrement en ce moment, notamment par rapport au besoin d'avoir plusieurs partenaires qui s'impliquent sur ces sujets-là. On a un financement qui pourra être donc attribué au laboratoire pour faire profiter, on va dire, des expertises de l'université, l'entreprise par la suite. Donc, on parle de 50 000 € quand on est sur un projet de ce qu'on appelle prématuration, c'est-à-dire vraiment aux prémices de l'idée pour faire de l'étude de faisabilité, pour faire quelques premiers tests, jusqu'à 250 000 € en maturation, où avec l'entreprise, on peut commencer à construire des prototypes, des mises en situation réelles, et vraiment confronter la technologie, je dirais, à son environnement futur. Donc, très rapidement, maturation, prématuration, c'est des programmes de financement qui peuvent vraiment être utiles pour vous et qui sont actuellement ouverts. Peut-être un point clé, c'est modalités de partenariat entreprise-laboratoire. Pourquoi coopérer dans le cadre du programme de financement City? Il y a 2 choses, c'est vraiment quelque chose d'assez vertueux, nous on trouve, c'est-à-dire que souvent le partenaire socio-économique, l'entreprise va nous amener des problématiques de recherche et d'innovation, parce qu'ils sont confrontés tous les jours à un certain nombre de sujets, va apporter des connaissances sur les besoins marchés, ce qu'a pas du tout le laboratoire, et va pouvoir mettre à disposition des ressources.
En contrepartie de ça, souvent le laboratoire public, lui, il va pouvoir justement produire de nouvelles connaissances par rapport à toute la méthodologie scientifique, par rapport à sa connaissance, à son expertise. Il va aider à lever des verrous technologiques et il va pouvoir notamment protéger et réserver la technologie qui sera développée auprès de l'industriel qui lui aura fait confiance dès le début. L'autre aspect, c'est que par rapport au programme City, l'entreprise réduit son besoin de financement, parce que si vous aviez un projet global peut-être à 300-400 000 euros, peut-être qu'en mobilisant le laboratoire, vous avez 250 000 euros qui peut être pris en charge dans le cadre de ce programme-là. Très rapidement, un exemple du projet Parkeo. En fait, une des problématiques qu'on a vues au niveau de la société, on va dire un peu plus globale, c'est tout ce qui est les parkings d'entrée en centre-ville, qui avaient des fois un peu une désaffection, je vais le dire comme ça. Donc comment les rendre un peu plus efficaces et automatisés. Donc il y a eu un partenariat qui s'est noué entre l'entreprise Stanley Robotics et entre l'université Gustave Eiffel, justement pour faire ce qu'on appelle une prématuration, pour étudier la faisabilité d'automatiser ces parkings et de voir quelles seraient ses capacités à absorber plus de personnes, à avoir on va dire une meilleure organisation, des meilleures stratégies de déplacement, etc. Donc ça, c'est une preuve de concept qui a été réalisée, qui a permis notamment de faire une simulation, qui a permis de faire des études scientifiques, qui a permis de démontrer quels étaient les bons caractères, on va dire les bonnes caractéristiques, les bons paramètres pour que ces parkings relais fonctionnent. Et on a aussi développé un certain nombre de logiciels pour que ces robots puissent être plus efficaces par rapport à ces enjeux-là. Donc ça, voilà, c'est un exemple concret de ce qu'on a pu faire avec une entreprise dans le cadre du programme City. Très rapidement, je voulais passer aussi sur un autre exemple qui est le pôle universitaire d'innovation Séville, qui là est un bel exemple aussi de ce que l'ensemble des partenaires du territoire peuvent mener et peuvent réaliser. Donc ça regroupe les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche du territoire, ça regroupe un certain nombre de partenaires. Vous voyez tous les logos qui sont ici, mais compte tenu que j'ai que 10 minutes, je ne vais pas dire tout ce qui se passe, mais sachez qu'il y en a qui sont présents dans la salle aussi, donc c'est très bien. Qu'est-ce que c'est le pôle universitaire? C'est un pôle qui est très engagé avec comme ligne directrice de travailler dans la santé, l'environnement et la ville. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir une approche systémique sur comment la ville peut contribuer à la santé des différents citoyens, notamment avec des éléments autour de la pollution, l'habitat, la santé globale. Donc c'est une thématique qui s'articule autour de deux pôles forts, un pôle ville qui est principalement situé ici où on est aujourd'hui, et un pôle santé et société plutôt un petit peu à côté, et qui fait vraiment ce croisement entre la ville et la santé. Je vais assez rapidement parce que c'est vrai que c'est un pôle qui est en train de se mettre en œuvre, donc je trouve que c'est une dynamique, en tout cas une initiative qui est à saluer parce que vraiment elle est assez exemplaire et elle est vraiment partie sur de bons rails. On voit l'ensemble des partenaires qui sont ici et c'est des choses où au niveau des différentes actions, ça va pouvoir bénéficier justement au territoire. Les premières actions, c'est quoi? C'est valoriser les plateformes technologiques. Donc, il faut savoir qu'au niveau des différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire, vous avez accès à des équipements scientifiques remarquables sur lesquels vous pouvez mener des recherches, produire des nouvelles connaissances et vraiment vous permettre de vous différencier, je dirais, par rapport à vos concurrents. Ça renforce aussi les co-innovations, c'est-à-dire qu'on est en train de se structurer tous ensemble pour répondre au mieux aux besoins des entreprises, avoir le même langage, avoir une bonne réactivité et vraiment être capable de vous orienter au mieux en fonction de vos besoins. On va aussi sensibiliser nos étudiants, nos chercheurs à l'innovation. L'enjeu, c'est aussi que vous puissiez trouver des compétences. On sait qu'actuellement, c'est quand même un enjeu assez important dans les entreprises, c'est comment attirer les talents. Nous, on est aussi là pour exprimer aux talents le fait que ça peut être très intéressant d'aller dans certaines sociétés pour contribuer aux enjeux sur lesquels ils sont assez sensibles. Et bien évidemment, détecter dans les laboratoires. Donc, il faut voir qu'on aura une cartographie de tout ce qui va être produit dans les laboratoires du territoire, ce qui vous permettra, vous, en tant qu'entreprise, aussi, je dirais, d'avoir accès à cette connaissance et de pouvoir peut-être venir, entre guillemets, faire votre marché pour dire, là, on a un problème. Est-ce que vous auriez une solution à ça? Et on pourra vous dire, oui, dans le laboratoire, on a une équipe de recherche qui travaille depuis peut-être 15 ans sur le sujet et qui peut vous amener des choses. Et puis, illustrer, partager l'innovation, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est faire connaître tout ce qu'on fait, tout ce que les établissements supérieurs et de recherche font, pour que vous puissiez en avoir connaissance et pouvoir, je dirais, travailler avec nous au mieux. Je vais aller assez vite sur le plan d'action, j'en ai déjà détaillé pas mal. J'avais que 10 minutes, donc je vais rester dans mon timing et je vais passer la parole aux autres. Et merci de votre attention. Merci Nicolas. Alors, comment ça marche? Je ne me suis pas présenté, mais je l'ai fait exprès. Je suis Jean-Christophe de Tosia de Descartes Développement et Innovation. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous cherchez à collaborer avec
nos forces de recherche, que ce soit dans le cadre de City pour maturer des briques technologiques, chercher de l'expertise, ou même sur d'autres sujets, peut-être en lien avec le recrutement, l'implantation, etc. N'hésitez pas à nous contacter, puisque nous sommes Technopole, Incubateur et Fab Lab, et nous avons donc une offre intégrée pour les entreprises, pour notamment collaborer avec les forces de recherche du site. Donc, et membre des 2 programmes City et PUI aussi. Voilà, City et PUI. Donc, en résumé, City, c'est quand même plutôt sur la construction, mobilité. Tout ce qui ne passerait pas par City pourra passer par le PUI. Mais vous avez sur le site bien d'autres choses aussi, et notamment un institut de la transition énergétique qui a développé des outils qui sont immédiatement disponibles pour vous. Donc Mathieu, je te passe la parole, si tu veux bien te présenter aussi, s'il te plaît. Super, merci beaucoup Jean-Christophe. Comment je fais du coup pour faire avancer les diapos? Voilà, hop. Donc, hop, on a fait plusieurs... Il y a un petit temps de décalage. Donc, Efficacity, c'est quoi? C'est un institut de recherche et développement public-privé qui est ici sur le campus de la Cité des Cartes, qui est 100% dédié à la création d'outils pour aider à la transition bas carbone des villes. Donc on est vraiment sur des sujets de décarbonation à l'échelle ville. Et ça fait une dizaine d'années qu'on existe. Et l'idée de l'Institut, c'est que avec nos salariés internes et une trentaine de membres, nous rassemblons les forces de l'innovation sur différentes thématiques et de la recherche amont jusqu'à la valorisation aval pour développer et diffuser des outils de la décision des collectivités, des aménageurs, de l'État, des énergéticiens, etc. Donc, nous ne sommes pas un dispositif d'accompagnement de start-up ou d'entreprise, mais nous collaborons régulièrement avec différents types d'entreprises pour mettre des solutions qui fonctionnent dans des outils qui vont aider les collectivités locales notamment. Donc nous travaillons à 2 échelles. On a une échelle, ce qu'on appelle l'échelle de l'aménagement, donc on a l'échelle des quartiers ou de plusieurs dizaines de bâtiments en tout cas, et à l'échelle de la planification de cette décarbonation, donc on a l'échelle des villes et des agglomérations. Et nous travaillons avec l'ensemble des acteurs de la ville. Donc, s'il y a des collectivités dans la salle, nous travaillons aussi bien avec les collectivités qu'avec les entreprises, des fournisseurs de solutions, etc. Donc, je vais juste présenter plusieurs dispositifs qui peuvent, le cas échéant, vous intéresser. Le premier, et c'est les produits un peu phares d'Efficacity, c'est que nous avons développé pour l'échelle quartier, donc les projets d'aménagement et de réseau, un trio de logiciels de décision. Donc, ils sont tournent autour de la modélisation énergétique et des impacts environnementaux des choix d'aménagement. Donc, vous en avez 2 qui portent sur le sujet énergétique. Donc, à gauche, c'est comment est-ce que j'optimise sur mon territoire la mobilisation des gisements d'énergie renouvelable et de récupération, notamment en territoires urbains. Ensuite, on a un outil qui s'appelle PowerDis, qui est un outil qui permet de simuler de façon très détaillée des stratégies, des scénarios énergétiques à l'échelle des quartiers en tenant compte de l'ensemble de la complexité des phénomènes qui se passent, parce qu'il faut tenir compte de l'évolution des performances des bâtiments, construction d'évolution, mix énergétique et différents types de réseaux, etc. Et enfin, à droite, on a un outil qui s'appelle UrbanPrint, qui est vraiment un outil qui permet de modéliser l'ensemble des impacts énergétiques, carbone et plus largement environnementaux des choix d'aménagement. Donc, je construis tel type de bâtiment, je fais tel type de choix pour l'espace public, pour les réseaux, en termes de mobilité, quels sont les impacts de mes choix, avec l'idée de donner à voir assez rapidement à une collectivité ou à un aménageur quels sont les impacts des choix actuellement faits pour un quartier et quels sont les leviers non exploités pour minimiser l'impact écologique de modification qu'on peut apporter à un projet d'aménagement pendant toute sa durée de vie. Ensuite, nous avons, donc, si je prends un peu de recul, et je passe à l'échelle de la planification, c'est-à-dire l'échelle des villes et agglomérations. En France, la plupart des territoires sont dans l'obligation de réaliser ce qu'on appelle des plans climat, c'est-à-dire des feuilles de route pour la décarbonation des transitions énergétiques à l'échelle des territoires, conformément aux objectifs des accords de Paris.
Et ce qu'on constate aujourd'hui, suite aux premières générations de ces plans, c'est que ça manque beaucoup d'opérationnel. C'est-à-dire on a des grands objectifs, mais on a du mal à les décliner en programmes d'action opérationnels à l'échelle de nos villes et intercommunalités. Et donc là, on est dans une phase un peu plus amont, mais là aussi, il s'agit, comme le dit Jean-Christophe, de travailler avec tout un ensemble d'acteurs. Vous avez la quantité de logos et des collectivités pour produire à la fois de nouvelles méthodes et une boîte à outils nationale d'ici à 2026 qui va aider à couvrir l'ensemble des besoins des collectivités en la matière de la planification climatique. Nous allons, je permets de glisser que nous allons chercher prochainement de nouveaux territoires pilotes avec lesquels collaborer. Donc s'il y a des collectivités dans la salle ou qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Et puis je termine avec 2 derniers dispositifs, juste pour illustrer le fait que dans la décarbonation des villes, la transition, plus globalement la transition écologique de nos villes et territoires, on est bien conscient du fait que tout ne va pas se passer avec de la modélisation des chiffres, des courbes de charge, etc., qui sont parfois des notions assez abscons pour le commun des mortels. Et donc, on a deux dispositifs qui permettent plus d'animer le débat et de piloter la transition. Humainement et d'un point de vue de la gouvernance. Donc un qui est le label Ville durable et innovante, qui est plus pour les services d'une collectivité, qui est basé sur le modèle du label TETE de l'ADEME et qui permet d'apporter un outil de pilotage et de management de la transition au sein de la collectivité sur tous les sujets couverts par les 17 ODD. Donc pas que les sujets climat-énergie, mais aussi les enjeux socio-économiques, innovation, résilience, etc. Et on a aussi un dispositif pour labelliser des conseillers, donc de cabinets de conseil ou de bureaux d'études pour devenir des conseillers, label Ville durable et innovante. Et une fois qu'on a travaillé avec les services d'une collectivité, on se rend compte que les collectivités locales ont à peu près 15% des leviers d'action directe pour la transition territoriale. Donc, les 85% qui restent, il faut animer les autres acteurs du territoire. Et donc, on a aussi un dispositif qui s'appelle Asset, qui est là plutôt comment, à l'échelle d'une collectivité, je peux animer l'ensemble des acteurs socio-économiques de mon territoire pour les aider eux aussi à se positionner par rapport aux grands objectifs de transition qu'on s'est fixés et les accompagner dans le temps. Voilà. Voilà, c'est des dispositifs qui vous intéressent. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi si vous avez des questions et effectivement une dynamique d'innovation partenariale qui est très largement engagée sur le campus. Merci beaucoup Mathieu. Et pour terminer notre panel de ce matin, Carlos qui a une histoire assez longue maintenant avec le site et avec les services que nous déployons, que vous avez peut-être déjà rencontré, qui a un certain nombre d'enjeux à nous présenter. Donc Carlos, pour la petite histoire, mais après je te laisse compléter. Donc docteur de l'Essier, qui est une école d'ingénieurs qui est ici sur le site, qui s'est investi ensuite en tant que fondateur de la création d'une start-up Deep Tech. Donc Deep Tech, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait familiers avec cette expression, ce sont des jeunes sociétés innovantes qui ont des liens forts avec la recherche publique et qui potentiellement valorisent des technologies qui viennent de la recherche publique. Ces technologies ont des barrières à l'entrée techno importantes et qui vont donc avoir un temps de développement relativement long, plus long que la high-tech, et un cycle de financement plus long aussi que les startups normales. Et donc, vous avez certainement entendu parler du plan France 2030 qui a pour but aussi de sortir, si j'ose dire, 500 startups deep tech par an de nos universités françaises. Aux dernières nouvelles, en 2023, on en était à peu près 300. Donc, il y a encore un petit peu d'effort à faire, mais je crois que le monde de la recherche s'est beaucoup mobilisé sur ces sujets. Et Carlos en est un parfait exemple, puisqu'en plus, il a ensuite bénéficié des services de notre incubateur. Il est maintenant dans la maison de l'entreprise innovante. Il a bénéficié de quasiment tous les financements disponibles, dont notre fonds de préamorçage en prêt d'honneur qui s'appelle Initiative Grande École Université. Et puis Carlos, donc je te laisse présenter Icon Photonics et tes enjeux du moment. Merci, bonjour à tous. Je ne sais pas si je peux me lever, c'est mieux que je reste assis. Je reste assis. Très bien. Merci pour l'opportunité de parler un petit peu d'Icon Photonics et aussi de mon parcours.
Je vais vous parler de technologie, bien sûr. J'espère que vous êtes prêts. Parler notamment des fibres optiques, les aspects des connectivités de la fibre optique avec des puces photoniques, mais on va aller sur le détail un peu plus loin. Je vais juste avancer pour commencer à présenter. Effectivement, on a une société technologique, Deep Tech, créée en 2018. Même si le projet démarre en 2010-2014 avec ma thèse, effectivement, mon parcours de thèse ici à Lézier-Parquis en tant que chercheur. À ces moments-là, il y a un brevet qui a été déposé avec le soutien de la SAT de France qui a soutenu ces projets de maturation. Et donc, je fais ces parcours technologiques vers un projet de recherche pour passer d'un concept vers une technologie, donc avec 2 postdocs. Et à la fin, vers 2017-2018, avec Jean-Christophe, donc on a eu cette envie de ramener cette technologie vers un produit, donc créer une société pour valoriser cette technologie. Donc c'est là le processus d'incubation, d'accompagnement d'incubateur sous la création de la société. Donc nous, on a une équipe d'une dizaine de personnes que je vais présenter dans la slide suivante, avec un axe très fort sur l'aspect R&D. On a une spin-off donc du CNRS, où nous travaillons avec eux en utilisant ces infrastructures, notamment les salles blanches, pour les aspects R&D, mais pour les aspects aussi microfabrication. Nous avons effectivement tout d'abord signé une licence d'exploitation avec le laboratoire pour pouvoir exploiter ce brevet, parce que ce brevet appartient au laboratoire. J'avance donc pour juste présenter rapidement l'équipe. Donc on est 3 associés, moi, Charles et Jean-Luc. Jean-Luc et moi, nous sommes les cofondateurs. Jean-Luc était mon encadrant de thèse à l'époque et aujourd'hui notre CTO de la société. Moi-même, j'ai un parcours technologique, mais depuis 7 ans, j'ai allé sur les aspects plus vision, stratégie, exécution de la société. Charles, c'est plus les aspects business, développement, fait les liens entre les clients et les aspects opérationnels. Nous avons aussi une équipe de 4 personnes qui vont travailler sur les aspects de conception, microfabrication, caractérisation, notamment aux salles blanches d'Isier Paris. Nous sommes accompagnés par un conseil un advisory board avec 3 personnes qui nous permet de ramener une expérience importante dans le domaine de l'industrie de la photonique. Mais tout d'abord, peut-être je vais commencer par expliquer qu'est-ce que c'est la photonique. Peut-être certains d'entre vous sont moins au courant de cette technologie. Donc ici, la photonique, c'est la science, c'est la technologie qui travaille avec la lumière. Donc l'exemple plus concret, c'est la fibre optique que nous utilisons tous pour transmettre les données pour l'Internet. Mais pas que. La photonique, effectivement, est présente partout, dans nos smartphones, dans nos montres, dans l'industrie, dans les capteurs. Et donc, c'est un marché en pleine croissance pour arriver à 1 milliard en 2028. Là je vais m'intéresser à tout ce qui est interco optique, notamment les câbles optiques que vous voyez ici à droite, qu'on va transférer les données en forme de lumière, parce que la lumière est très, très rapide, donc ça permet d'envoyer énormément de quantité d'informations très vite. Et ça, il y a un intérêt assez important, notamment pour les data centers, mais ça, nous sommes dans un data center aujourd'hui chez Céleste. Et donc ça, c'est une application importante. On a énormément de données que l'on doit transférer entre différents serveurs, traiter, et donc on a besoin de la fibre optique pour pouvoir ramener ces débits. Pas que, parce qu'il y a aussi les réseaux télécoms, réseaux de la 5G, on a besoin aussi de la fibre optique, mais aussi tout ce qui est quantique, notamment les ordinateurs quantiques qui demandent aussi cette fibre optique pour pouvoir générer les qubits. Il y a d'autres marchés. Donc on a des marchés ici qui ont des besoins qui sont concrets, c'est les débits, c'est la miniaturisation, c'est la densité des fibres optiques pour pouvoir répondre aux demandes des débits, mais aussi les coûts qui sont importants pour pouvoir que ces technologies puissent pénétrer les marchés de façon importante. On doit vraiment avoir des coûts compétitifs. Je vais me focaliser sur 12 applications majeures, 12 industries majeures, c'est ce qui m'intéresse, c'est le data center. Nous sommes dans un data center aujourd'hui chez Céleste, où effectivement on a besoin de débits très importants. Aujourd'hui avec des câbles optiques qui transfèrent 100 gigabits par seconde, 200 gigabits par seconde, mais ce n'est pas suffisant parce qu'on a énormément de quantité d'informations. Chez Google, chez Amazon, on peut avoir des exemples assez concrets.
et on aura besoin d'1 milliard de câbles optiques en 2028. Donc c'est vraiment un marché en pleine expansion, notamment aussi, pas que le stockage, mais aussi tout ce qui est traitement de données, les HPC pour l'intelligence artificielle, pour la voiture autonome, etc. Une autre industrie importante, c'est la quantique. Aujourd'hui, c'est la course importante sur le premier ordinateur quantique parce qu'il va révolutionner, il promet de révolutionner certains domaines, la recherche de nouveaux médicaments, nouveaux matériaux, donc ça va être très important. Et aujourd'hui, un chiffre clé dans le domaine de la quantique, c'est qu'on a besoin de générer des qubits, c'est la base d'un ordinateur quantique, c'est les bits quantiques, et on a besoin d'1 million de qubits pour que ces ordinateurs puissent être exploitables. Alors aujourd'hui, on est dans une dizaine, centaine de qubits. Donc on a vraiment un besoin de scaler ces qubits, ces créations de qubits pour pouvoir exploiter ces ordinateurs. Alors, moi, bien évidemment, on va s'intéresser sur le côté fibre optique. Et c'est quoi le challenge? Un des challenges plus importants, c'est la miniaturisation. Pour vous donner un exemple, la fibre optique a un diamètre d'un cheveu. Vous voyez ici le bout d'un doigt, et vous voyez la puce au bout de la fibre. C'est une puce photonique, c'est un émetteur de lumière ou un récepteur. Donc, aux extrémités de la fibre, il y a des puces. Donc, vous voyez le côté alignement et assemblage de cette fibre optique vers ces puces, c'est vraiment une étape très complexe. Et finalement, les solutions existantes sont toujours de façon manuelle. Une fibre, il faut aligner, ne sont pas scalables. Et la miniaturisation continue, parce qu'on a besoin de miniaturiser de plus en plus, ça ne va pas aider. Et finalement, le coût d'assemblage des packaging, ça représente 80% du coût d'un module. Donc, pour voir la complexité de ces étapes d'assemblage entre la fibre et la puce photonique. Alors, finalement, la question qu'on essaie de répondre, c'est comment attacher une fibre optique à une puce de façon efficace. Donc ici à droite, on voit quelques exemples, parce que là, on va avoir des besoins, parce qu'on veut que toute la lumière qui arrive de la fibre rentre dans la puce, donc on a besoin d'efficacité de couplage. On a besoin aussi de la mécanique précise, parce que voilà, c'est un cheveu, hein, si elle bouge un petit peu, on perd toute la lumière, que ce soit compact et fiable, parce qu'il va travailler dans un data center qui s'chauffe. Et donc, il faut que l'attachement de la fibre à la puce soit fiable. Ou dans un ordinateur quantique où nous allons dans un environnement cryogénique avec très très basse température. Et donc, cette étape-là est extrêmement importante. Mais aussi, on a besoin les étapes d'assemblage qui soient scalables, qu'on puisse sortir de ces modèles manuels d'une fibre à une puce, quelque chose qui soit scalable pour pouvoir répondre aux besoins des volumes. Donc nous, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer des solutions qui vont permettre effectivement d'enlever plusieurs étapes d'assemblage, et parce qu'on va combiner l'optique, la mécanique, tout dans une seule solution. Donc on va enlever plusieurs étapes d'assemblage qui permet effectivement de faciliter ces étapes et ouvrir une vue claire vis-à-vis de la scalabilité, parce qu'on a moins d'étapes, donc finalement c'est plus facile de standardiser, d'aller vers volume. Alors donc, notre technologie elle est intéressante parce qu'au niveau scalabilité, on va utiliser les infrastructures de semi-conducteurs, des salles blanches, pour fabriquer ces composants. Et donc ça veut dire qu'on ramène la maturité, la scalabilité, la précision de l'industrie de semi-conducteurs pour produire nos solutions. Je vais aller un peu vite pour aller en essentiel. Donc nos solutions qu'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est des fabricants de clés optiques comme Intel ou Nvidia. Et finalement, je vais juste donner quelques projections au niveau business que nous avons pour partager un petit peu notre ambition de devenir un lead mondial technologique sur ces étapes-là. Donc ici, la projection dans les dernières 5 ans, de l'évolution de l'équipe. Et vous voyez ici un petit peu la répartition entre tout ce qui est service et tout ce qui est manufacturing, donc des produits. Donc aujourd'hui, on est en train de chercher des fonds à 2,5 millions en seed, effectivement, pour passer d'un business de service vers un business scalable des produits. Donc aujourd'hui, on a des clients, mais on va le vendre notre solution en tant que service. On va le customiser, mais aujourd'hui, donc on veut sortir. On veut aussi rajouter à notre modèle économique un moyen de scaler
notre solution vers des produits pour pouvoir pénétrer le marché de façon beaucoup plus importante et aussi réduire le go-to-market de nos clients avec des produits. Je vais finir avec 2 slides. Une première, juste un rappel un petit peu quelques grands achievements de 2023 avec notre chiffre d'affaires, nouveaux clients. Donc 3 nouveaux clients, vous pouvez dire, bon, c'est pas beaucoup, mais dans le deep tech, effectivement, le cycle de développement, le cycle de vente sont très longs, 12 mois, 18 mois, donc c'est assez important pour nous. On va effectivement faire la majorité de notre chiffre d'affaires vers hors Europe, notamment vers la quantique, c'est un axe très important pour nous. Et l'avancement de notre R&D, c'est aussi quelque chose qui était important en 2023. 2024, nous avons déjà une nouvelle brevet. Nous avons été sélectionnés pour l'événement Deep Tech 50, un événement réalisé par BPI chez Vivatech, où ils sélectionnent une cinquantaine de sociétés qui sont avec une vision de pouvoir être impactantes au niveau de l'industrie française. Et si vous voyez un petit peu notre roadmap sur notre produit d'exposition dans certains salons industriels, le revenu, notre ambition et les aspects industrialisation et notamment la recherche des fonds que nous cherchons aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop long. Merci beaucoup. Alors Icon Photonics, c'est dans les Deep Tech 50, hein, ça mérite d'être souligné. C'est une des rares sociétés donc, parmi les 50 en France qui a été nominée par la BPI et son équipe Deep Tech comme étant une des sociétés les plus prometteuses de son secteur en la matière. Donc on est très fiers de t'avoir sur le territoire avec tes collègues.